Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 433 du podcast Jean Actu en Amaté. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL. À mes côtés cette semaine, il est là pour la première fois de la saison, je crois, depuis les previews. Donc, il est là pour la première fois dans les émissions régulières, preview de la semaine, débrief, etc. On ne l'avait pas encore entendu. Il est là, le teint un peu plus bronzé que d'habitude, non, je ne sais pas. Ouais, non, c'est chaud si tu dis ouais, ça. les vacances, j'ai essayé de voir si les vacances avaient eu un effet sur lui, mais pas trop. J'en ai pas encore eu. Elles arrivent en octobre, donc non, toujours blanc comme un cul, t'inquiète pas. Bonjour à tous en tout cas. Vous avez reconnu la voix de Grégory Richard. Bonjour Grégory. Lucas Vola est à nos côtés. Lucas est plus méditerranéen, donc un peu plus. Tu prends mieux le soleil l'été que nous. Ouais, un petit peu plus. Moi, D'ailleurs, il se met à contre-jour sur la caméra, du coup, on a l'impression qu'il est presque noir de vrai. peau, c'est particulier. Exactement. En tout cas, moi, messieurs, j'ai planté la tente dans le podcast. Va falloir me sortir maintenant. C'est vrai que tu es là plus. tu es canois. Exactement. De Cannes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, bonjour Lucas Vola. Les Raiders qui enchaînent, les Ravens et Titans qui revivent, Sam Darnold qui étonne et plein d'autres choses. C'est le débrief de la première semaine et c'est maintenant. Hey, it's Hunter Renfrow from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. Hunter Renfrow, à l'époque où il jouait à Auckland, depuis évidemment, il a rejoint la ville du vice, Las Vegas, et l'équipe des Raiders qui a battu les Steelers 26-17. Messieurs, première question très tranchée, vous allez voir, et pas du tout troll. Derek Carr est-il, comme le disent les statistiques de nombre de yards lancés à la passe après 2 semaines, le meilleur quarterback de la NFL? Du coup, ça m'avait manqué de voir les yeux de Grégory se lever entraînant par un effet d'enchaînement ses sourcils vers le haut. Alors, je vais prendre les devants. Du coup, je n'irai pas jusqu'à avancer cette hypothèse-là, même si en effet, statistiquement, c'est ce qui en ressort après 2 semaines de saison régulière. Maintenant, ce que je trouve intéressant, en effet, c'est qu'on pouvait être extrêmement inquiet dans l'optique de cette saison par rapport à sa ligne offensive. Lors de ce match face aux Steelers, ils ont quand même un jeu au sol qui n'a pas été flamboyant. Il ne me semble pas que face aux Ravens, c'est extraordinaire en plus, parce que c'est une des équipes les moins productives au niveau du jeu au sol depuis le début de la saison. Sur 2 matchs, certes, mais en tout cas, ça aide à mettre en perspective les prestations du jeu offensif aérien. Et en l'occurrence, on voit que malgré ce, Derek Carr arrive à s'adapter. Ça a été un peu plus avec Darren Waller de mémoire face aux Ravens lors du Monday Night. Là, en l'occurrence, c'est Henry Ruggs notamment qui est le plus productif, avec notamment ce big play décisif en fin de match. Mais en tout cas, c'est une bonne chose, je trouve, pour les Raiders d'avoir cette progression constante de Derek Carr. On a l'impression, de par le fait que c'est un vétéran, que du coup, on ne perçoit pas trop de progression. J'ai quand même la sensation que depuis l'arrivée de John Gruden, c'est un Derek Carr qui a l'air déjà un peu plus sûr de lui. Déjà, on a écarté les rumeurs de transfert et de départ. Maintenant, c'est vraiment le titulaire plein des Raiders et celui qui arrive à porter l'attaque sur ses épaules. Je reformule pour Lucas. Est-ce qu'on arrête de se poser des questions sur Derek Carr? C'est un franchise quarterback et on lui fait confiance. Oui, on peut, parce que je rejoins Greg, il arrive à le faire, même si autour de lui, parfois, c'est irrégulier. Il parlait du jeu au sol. Josh Jacob était là la semaine dernière, il n'était pas là cette semaine, et donc forcément, en plus, face à la défense des Steelers, c'était plus compliqué. Darren Waller a été un peu plus discret, il l'a dit, et du coup, j'ai l'impression que c'est Derek Carr qui a réussi à faire émerger d'autres receveurs, même si ce sont des joueurs de bonne qualité. On parlait de Ruggs, Renfrow, même Willie Snead qu'on a revu. Il arrive à faire émerger ce genre de receveur, et pour moi, c'est la force d'un quarterback et d'un franchise quarterback. Donc oui, on peut arrêter de se poser des questions. 5 sacs en 2 matchs encaissés, est-ce qu'on reste inquiet pour la ligne offensive qui avait été largement remaniée pendant l'intersaison et qui donc
statistiquement, reste quand même très perfectible en début de saison, même si l'attaque tourne très bien. Grégory. Encore une fois, ils jouent de bonnes défenses sur le papier. Alors, c'est sûr que sur le match de ce week-end, en défense du côté des Steelers, il y a eu un petit peu de casse, notamment la perte de TJ Watt en fin de match. Mais en l'occurrence, voilà, c'est sûr que se dire qu'on a concédé 5 sacs quand on a affronté les Ravens et les Steelers, on peut se dire qu'il y a quand même une bonne marge de progression, surtout que c'est une ligne offensive qui a été pas mal chamboulée pendant l'intersaison. Donc, c'est pas ce qui m'inquiète le plus à l'heure actuelle du côté de cette équipe de Las Vegas, mais ça reste forcément un point à surveiller pour la suite de la campagne. Lucas, il y a eu beaucoup de choses d'ailleurs au niveau des lignes offensives qui se jouaient dans ce match, puisqu'on avait très peur pour celle des Steelers aussi. Finalement, les Raiders ont plutôt pris l'avantage en défense. Ils ont limité les Steelers à 292 yards. Est-ce que c'est une bonne performance défensive des Raiders ou est-ce qu'ils ont profité justement de la faiblesse de cette ligne offensive des Steelers? Un peu des deux, un peu des deux. On avait vu que cette attaque des Steelers la semaine dernière face aux Bills n'était pas incroyable et elle a continué à être en difficulté. Mais les Raiders font un bon match. On l'a dit, ça fait 2 semaines, ils ont des playmakers un petit peu partout dans cette défense. Alors la défense n'est pas incroyable, elle sera peut-être pas, certainement pas dans le top 10 des défenses à la fin de l'année, mais la ligne défensive est solide. Ils ont réussi à bloquer le jeu de course notamment, même si cette ligne offensive des Steelers pour le jeu de course est très très compliqué. Mais ils ont réussi à le bloquer, ils ont réussi à être solides, ils ont réussi à effacer encore une fois Claypool. On en parlait, on se disait qu'il n'y avait pas Tre'Davious White du côté des Raiders pour effacer Claypool. Et pourtant, il a été aussi discret que la semaine dernière. Alors après, on pourra se poser des questions sur le receveur aussi. Mais en tout cas, cette défense-là, elle arrive à donner la chance à son attaque. Et derrière, l'attaque, elle fait le travail là où les Steelers, par exemple, ne le font pas. Bon, pour finir sur les Raiders, pardon, avant de parler des Steelers, est-ce que c'est une équipe qui peut aller loin? L'an dernier, ils étaient à 6 victoires, 3 défaites, donc ils avaient plutôt bien commencé aussi. Est-ce que là, il faut s'enthousiasmer pour ce bon départ, réussi face à 2 bonnes équipes, les Ravens et les Steelers quand même, ou alors est-ce qu'il faut rester très prudent? L'an dernier, ils étaient retombés à 8-8 après leur bon départ. Encore une fois, donc est-ce qu'on reste prudent ou est-ce qu'on dit là oui, il y a les ingrédients maintenant, il y a un Derek Carr qui est solide, il y a des armes en attaque avec lui, il y a Josh Jacobs qui va revenir de blessure, il y a des playmakers en défense, il y a peut-être quelque chose quand même. C'est ça. Alors, je ne sais pas si. Alors, des playmakers en défense, il y aura toujours plus que l'année dernière, c'est sûr. Ne serait-ce que par l'arrivée d'Ngakwe, par exemple. Mais oui, ça reste assez limité. Surtout que Littleton n'est pas dingue depuis le début de la saison de nouveau. Mais oui, non, moi, ce que j'aime bien au niveau de cette défense, c'est au-delà du côté playmaker, ça a l'air quand même beaucoup plus discipliné avec Gus Bradley que ça pouvait l'être avec Paul Gunter. Donc, ça, déjà, c'est de bon augure parce que je n'ai pas dans l'idée que l'attaque est déçu, encore une fois, depuis l'arrivée de Gordon chez les Raiders. C'est souvent la défense qui leur tirait des balles dans le pied et qui provoquait ces fameux momentum contraires et ces séries un petit peu négatives lors des 2 dernières campagnes. Là, en effet, moi, je suis confiant pour eux. On a vu que c'est une équipe en plus qui était capable de poser des problèmes aux Chiefs. C'est l'équipe qui a posé le plus de problèmes aux Chiefs, notamment la saison dernière, si on prend cet exemple-là. Et c'est une équipe qui vient de battre 2 candidats, 2 prétendants sérieux aux playoffs dans la conférence américaine. Donc déjà, c'est des points précieux glanés. Après, oui, il va falloir rester sérieux sur l'ensemble d'une campagne. Et pour l'instant, c'est ce qui reste compliqué pour le régime actuel des Raiders. Lucas, c'est l'arrivée de Gus Bradley qui fait la différence? Ça joue certainement. On sait que Gus Bradley, dans ce poste-là, il peut être très efficace. Et pour l'instant, en tout cas, il le prouve. Ils font 2 bons matchs défensifs et ils sont solides. Et comme le dit Greg, ils battent les Ravens et les Steelers. Au début de la saison, on n'aurait peut-être pas dit, on n'aurait certainement pas dit qu'ils allaient finir à 2-0 après ce petit passage des 2 premières semaines. Et je me suis permis d'aller regarder le calendrier, puisqu'on parle de est-ce qu'ils peuvent aller loin. Ils vont aux Dolphins, ils reçoivent Miami la semaine prochaine, ils vont jouer les Chargers, ils reçoivent les Bears, ils vont jouer les Broncos et ils reçoivent les Eagles avant d'aller jouer les Giants. Ça fait 6 matchs quand même, je ne vais pas dire facile, mais à leur portée, surtout vu comment ils jouent. Et il y aura après les Chiefs après, mais s'ils prennent de la confiance et qu'ils arrivent face aux Chiefs avec un très bon bilan, ça peut vraiment parfaitement lancer la saison et ça peut donner à cette équipe des ambitions pour la suite. Ouais. Ils ont un calendrier qui est assez ouvert parce que tu as donné la série de 6 matchs. Derrière, ils jouent les Chiefs, mais derrière, ils reprennent en vrac, mais les Bengals, les Broncos, les Colts et les Chargers pour finir l'année. Washington aussi qui sera à leur portée. Il y a quand même beaucoup de matchs à leur portée, donc ce départ-là a l'air de les mettre dans la course au play-off quand même. Cette équipe des Raiders, ce sera une affaire à suivre, mais ils ont l'air d'être dedans. Au moins, le bilan positif, ça me paraît un minimum vu les premières prestations. Après, dans cette AFC qui va être sans doute disputée, va falloir voir la fiche finale et où ça les positionne.
Pour les Steelers, on sait qu'ils ont une bonne défense. Ils l'ont encore prouvé relativement. TJ Watt sort, mais ils prennent entre guillemets que 26 points, ce qui dans la NFL moderne n'est pas non plus une galère totale. C'est donc plutôt du côté de l'attaque qu'il faut se tourner. On avait parlé de changement de coordinateur défensif pour les Raiders. Il y a un changement de coordinateur offensif pour les Steelers avec Matt Canada qui est arrivé. Là, par contre, on a du mal à voir l'apport parce que c'est très difficile. Est-ce que c'est vraiment totalement à cause de cette ligne, Lucas? Ils ne peuvent pas jouer au sol. Il y a de la pression sur Ben Roethlisberger. À partir de là, est-ce qu'ils sont perdus? Ils sont en grande difficulté. Ils sont en grande difficulté parce que cette ligne offensive, elle est vraiment, vraiment en galère, si je puis dire, notamment pour le jeu au sol, tu l'as dit. Le jeu aérien, il est un petit peu plus sauvé parce que Big Ben, on le sait, il a l'habitude et il arrive à lancer la balle relativement rapidement. Après, il est de moins en moins mobile. Ça n'a jamais été un quarterback extrêmement mobile, mais il l'est de moins en moins par définition. Du coup, ça complique les choses. Et puis, il y a alors Juju Smith-Schuster fait un match correct, voire plutôt un bon match, mais je reviens sur Chase Claypool. Ça fait 2 semaines qu'il est un petit peu plus en dedans. On le sait que l'année dernière, c'est lui qui faisait vraiment beaucoup de choses dans cette attaque, qui arrivait à sauver Big Ben. Alors, il a encore des actions d'éclat, on le voit, et on voit que Big Ben essaye de le chercher, mais c'est plus compliqué. Et du coup, avec cette ligne offensive, avec des playmakers qui ne sont pas encore au niveau espéré, parce que même Najee Harris, on voit qu'il a du talent, on voit qu'il est capable de faire des choses incroyables, sur son touchdown notamment, mais c'est vrai que derrière cette ligne offensive, ça complique grandement les choses, et cette attaque, il faut vraiment qu'elle soit meilleure, qu'elle s'améliore, parce que la défense peut faire autant que faire se peut, j'ai envie de dire, parce que tu l'as dit, ils ne prennent pas beaucoup de points, mais au bout d'un moment, être tout le temps sur le terrain, en plus ils perdent TJ Watt, ils vont prendre des points forcément. Greg, pour finir, il y a un truc qui peut faire Canada tactiquement pour essayer de gérer cette mauvaise ligne? Déjà, peut-être essayer de considérer un petit peu plus son jeu au sol. En effet, Jean-Jean Lucas, c'est sûr que Najee Harris, il y a du bon et du moins bon. On ne découvre pas, enfin moi en tout cas personnellement, ses aptitudes dans le domaine aérien. Maintenant, à Buffalo, c'est passé, on avait quand même 32 passes pour 21 courses appelées. Là, ce week-end, c'est 40 passes pour 14 courses. Donc, j'ai pas dans l'idée qu'ils ont constamment couru après le score, même si Las Vegas a mené pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps. Donc, c'est là-dessus, en effet, où j'ai un petit peu de mal à comprendre son play call. Après, voilà, il y a une nervosité un petit peu étonnante. C'est Trai Turner donc, qui s'est fait expulser pour un crachat de mémoire. Ouais. Donc, en plus, c'est pas leur plus mauvais lineman, en tout cas, pas leur moins expérimenté. Alors, je crois qu'il disait que Trai Turner s'est fait cracher dessus et que c'est pour ça qu'il a réagi et qu'il s'est fait expulser. Ouais, bon, ça après, j'avoue, bon, ok. Mais en l'occurrence, voilà, c'est peut-être des. Offensivement, tout n'est pas bien rodé, mais voilà, je pense qu'au niveau du jeu au sol, va peut-être falloir essayer de voir un petit peu plus, parce que là, en l'occurrence, j'ai pas la sensation qu'on rend service à cette O-line déjà un petit peu, là aussi, un petit peu chamboulé, en lui faisant faire peut-être du pass pro à outrance, qui a peut-être tendance à l'exploser un petit peu plus. Ravens 36, Chiefs 35. Première victoire pour Lamar Jackson contre les Chiefs après 3 revers. Il est allé la chercher dans une deuxième mi-temps fabuleuse. Il y a eu des grosses actions dans tous les sens et pour les deux équipes. Mais c'est aussi la défense qui a arraché la décision. Le rookie Odafe Owe a arraché un fumble des mains de Clyde Edwards-Helaire à 1 minute 20 de la fin pour assurer la victoire. C'est parti pour la saison des Ravens. Excellent Lamar Jackson. Si je suis mauvaise langue, je dis quand même que c'est dans les airs qu'il leur a fait du mal au début et que c'est au sol qu'il va gagner à la fin. Est-ce qu'il faut dépasser ce cliché ou est-ce qu'au contraire, il faudrait adopter le fait que le sol, c'est leur identité après tout? Et c'est comme ça qu'ils vont chercher ce match. Je pense que ça fait quelques années qu'on l'a compris. Et je pense que ils l'ont accepté. Alors peut-être que la semaine dernière, ils avaient essayé de changer un petit peu, d'envoyer un petit peu plus de passes. J'ai l'impression que cette semaine, il a fallu aller un quart temps pour se dire, bon, ben, allez, on revient à ce qu'on sait faire. Et manifestement, ils savent le faire très bien quand même. Ils battent les Chiefs. Alors oui, on peut dire qu'il y a un fumble. Les Chiefs doivent peut-être gagner ce match, mais ils sont au coude à coude avec eux. En tout cas, ils se donnent la possibilité d'aller gagner ce match. Ils mettent plus de 30 points. C'est quand même... voilà. Après, c'est peut-être pas le quarterback qu'on imagine. Quand on dépeint un quarterback, on imagine un Tom Brady, un Rodgers, un Breeze, je sais pas, un Patrick Mahomes. Donc, il est très atypique, ça, on ne cesse de le dire. Mais en tout cas, il fait gagner son équipe. Alors, on parlera peut-être des playoffs, mais en tout cas, en saison régulière, il fait gagner son équipe. C'est tout ce qu'on lui demande. Après, c'est peut-être pas forcément... c'est atypique, voilà. 251 yards au sol, 230 à la passe, donc il y a plus de yards au sol. Grégory, c'est pas un problème au final si tu l'adoptes et que tu l'acceptes? Non, très franchement, alors je vais pas être réducteur quand je dis ça, mais c'est vrai que manifestement, les Ravens
faut aussi peut-être le rappeler, hein, ils ont quand même une pléiade de blessures au niveau du backfield offensif et au niveau de la O-line. Il me semble qu'ils ont perdu en plus Ronnie Stanley il n'y a pas longtemps. Donc, c'est vrai que voilà, réussir à taper les Chiefs dans cette situation et dans ce contexte offensif actuel, c'est quand même une grosse performance. Par contre, manifestement, le système offensif de Greg Roman a l'air d'être bien rodé au niveau du jeu au sol parce que visiblement, même en ayant ce turnover, et là, par exemple, en incorporant des Latavius Murray ou des Devonta Freeman sur le tard, ils arrivent malgré tout à avoir cette production. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et après, je rejoins Lucas dans ce sens-là, c'est-à-dire que en effet, ça peut être rédhibitoire pour la suite. Maintenant, concrètement, ce qu'on regarde du côté des Ravens avant tout aujourd'hui, c'est d'essayer de se rassurer dans un contexte qui n'est pas favorable de par ce que j'évoquais. Et en l'occurrence, Lamar Jackson, c'est un peu le même profil qu'un Derrick Henry dans le sens où, tu sais, ça peut paraître un peu réducteur dans l'utilisation qu'il va avoir. Maintenant, concrètement, si le mec te dit « moi, je joue comme ça, essaie de m'arrêter » et que tu n'arrives pas à l'arrêter, pourquoi ils auraient tort de se priver? Je veux dire, c'est encore aujourd'hui, avec les problèmes qu'ils ont eus, une des attaques les plus performantes au niveau des yards au sol sur ces 2 premiers matchs. Et là, contre Kansas City, voilà, face à une défense, les défenses de Spagnuolo en saison régulière, on ne les découvre pas. Mais là, en tout cas, je les ai trouvées d'une naïveté assez impressionnante face à ce jeu au sol, qui, encore une fois, est extrêmement bien rodé et a été extrêmement précieux quand il fallait le faire. On est d'accord en fait qu'il faut arrêter de chercher à faire de Lamar Jackson un quarterback qui n'est pas et apprécier ce qu'il est et puis qu'il gagne comme ça, quoi. Ils vont vivre et mourir avec les limites supposées de leur quarterback, si ça reste ainsi jusqu'au terme de la saison. Il faut qu'ils soient fiers d'être différents, comme on dirait dans une campagne de pub de je sais pas qui. Tu vois, il y a un côté un peu comme ça. Il faut qu'ils acceptent la différence de leur attaque et qu'ils soient heureux avec. Est-ce que le problème, de toute façon, au-delà d'être heureux de leur attaque, c'est pas surtout leur défense et notamment contre la passe? Ça fait 2 fois de suite qu'ils prennent plus de 30 points. Alors évidemment, il y a une très grande attaque aérienne en face, hein. Donc, est-ce qu'il est trop tôt pour s'en faire ou est-ce qu'il y a vraiment un problème avec la couverture aérienne de Baltimore qui, elle aussi, est touchée par des blessures d'ailleurs? Si Marcus Peters n'a pas joué. Je crois qu'il est absent pour toute la saison. Donc, du coup, il faut se réadapter. On sait que c'est un quarterback qui aide beaucoup les coordinateurs défensifs dans la mise en place d'un schéma. Après, on parle des Chiefs en face. Je trouve que il y a ce touchdown de Travis Kelce qui est incroyable, extraordinaire. Il y a des joueurs comme ceux-là qui, on peut faire ce qu'on veut, ça va être compliqué. Patrick Mahomes en face, mais par exemple Tyreek Hill a bien été contenu. C'est rare pour une défense de contenir Tyreek Hill par rapport à ce qu'il peut faire d'habitude. Je veux dire, je suis moins inquiet pour la défense des Ravens que pour la défense des Chiefs. D'accord. Oui, de toute façon, il faut en venir là. On ne va pas épiloguer sur l'attaque des Chiefs. On la connaît, grosso modo. Il y a juste, si tu te permets, l'interception de Mahomes que je trouve un petit peu dommage dans le sens où ça redonne un momentum aux Ravens qui n'était pas forcément nécessaire. C'est étonnant de sa part, surtout dans un moment où les Chiefs mènent de 11 points. Ils sont quand même relativement en bonne position. Voilà. Ça n'a pas mis Kansas City dans une bonne position. Après, je ne vais pas jusqu'à dire que oui, c'était le point faible sur le match. Après, voilà, c'est sur ce match-là, on sait que ça ne reviendra pas non plus à chaque fois. Ce qui va revenir, c'est en effet un problème défensif parce que pour le coup, ils prennent des points, ils prennent des yards. Et tu disais, Greg, on connaît les défenses de Steve Spagnuolo en saison régulière. Donc, ça veut dire que ça va être ça toute la saison régulière? Ça veut dire que clairement, ils ne défendent pas pareil pendant les playoffs. Il suffit que je dise ça et puis ils peuvent prendre un wagon s'ils vont en playoff en janvier prochain, ce qui paraît quand même une grosse probabilité. Mais oui, on a vu quand même, notamment la saison où ils gagnent le Super Bowl, il n'y avait pas le même visage en saison régulière et en playoff. Et le run-stop, ça fait pas mal de temps déjà que c'est pointé du doigt. La squad de linebacker, à mon sens, c'est quand même assez faiblarde globalement. Le backfield défensif, notamment les extérieurs, j'entends parce qu'il y a 2 interceptions de Tyrann Mathieu, c'est pas foufou non plus. Voilà. Je ne vais pas répéter qu'il y a des failles du côté de Kansas City, mais en l'occurrence, le fait qu'elle soit exposée dès la 2e semaine, parce que déjà la semaine dernière contre Cleveland, il y a eu un gros comeback, mais ils ont été derrière pendant une bonne partie du match. Ça peut en effet être quelque chose à surveiller de près pendant cette saison, surtout quand tu es dans la division des Raiders, qui, on l'a dit, sont assez productifs offensivement. Je vais terminer sur ce match en vous disant quand même que c'était la première interception de Patrick Mahomes au mois de septembre. Il en était à 35 touchdowns, 0 interception en septembre, avec 11 victoires, 0 défaites. Donc, première interception et première défaite de sa carrière au mois de septembre. Colts 24, Rams 27. C'est donc ça que peuvent ressembler les Rams avec un franchise quarterback. Ça n'a pas été facile. Il y a même eu une interception, un fumble qui a donné l'avantage aux Colts dans le dernier quart. Matthew Stafford a réagi tout de suite. Ils n'ont pas vraiment tremblé à proprement parler. Est-ce que c'est à ça que ça ressemble une bonne équipe aussi? Je crois que Matt Stafford l'a dit après le match, si je ne dis pas de bêtises, qui est de dire ce ne sera pas toujours facile, mais on gagne.
Lucas. Ils vont gagner quand même à Indianapolis. Si Indianapolis joue comme ça, parce qu'on en parlera peut-être plus tard, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui va aller gagner à Indianapolis. Alors oui, la semaine dernière, ils sont incroyables des deux côtés du terrain. Et on se dit, bon, c'est un peu plus serré cette semaine, mais voilà, une bonne équipe, elle arrive à trouver des moyens de gagner. Stafford, il fait encore un bon match. La défense est là quand il faut. Voilà, il tombe contre une bonne équipe en face. C'était un très gros match quand même. C'était vraiment une belle opposition. Ça doit changer Stafford d'avoir une belle défense, de ne pas devoir tout faire tout seul. Mais oui, c'est sûr que les Rams, même s'ils ne gagnent que de 3 points, je les ai trouvés encore une fois relativement impressionnants dans leur capacité à les gagner ce match, justement. Greg, c'est vrai que tu faisais partie du fan club de Matt Stafford, non? Oui, bah attends, oui, Là, tu dois te réjouir qu'il a enfin une je équipe. perds son âge de vue, mais oui, tout le monde sait que c'est un quarterback que j'aime beaucoup. Après, bon, c'est sûr ça va être la même chose qu'avec Stafford, c'est meilleur que Goff, mais c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu de déchets parce que forcément, il y a de la prise de risque, etc. Donc forcément, ça va pas être toujours assurant sur l'ensemble d'une saison. Et là, en l'occurrence, pareil, ça a donné un certain momentum à Indianapolis dans une phase assez critique de la rencontre. Après, voilà, quand ils ont été en capacité d'accélérer offensivement, oui, ils l'ont fait. On a vu justement avec quasiment ces 2 actions successives pour trouver Cooper Kupp et pour justement faire en sorte que le doute s'estompe de suite. Voilà, c'est la capacité qu'a Matthew Stafford d'apporter plus de verticalité encore et de remettre rapidement les Rams offensivement dans le bain. Après, voilà, je ne sais pas si tu allais venir à la défense, mais il n'y a pas beaucoup de gros noms du côté de cette équipe des Rams, mais à chaque fois que Donald et Ramsey sortent du lot, ça fait big play, quoi. Donc c'est un peu compliqué. C'est exactement ce que j'allais te dire. Jalen Ramsey, interception de la victoire. Aaron Donald qui fait très mal, même à Quentin Nelson. Donc ça fait la différence aussi quand tu as une défense avec 2 stars, quoi. Tu le disais bien, ils sortent la tête. Et ça aussi, ça change la vie de Matt Stafford, comme tu l'as évoqué, Lucas. Donc on a une équipe des Rams qui est très, très solide. Du côté d'Indianapolis, gros match aussi, tu l'as noté, Lucas. Après, il y a toujours cette histoire du quarterback. Et là, tu as quand même Carson Wentz qui est un peu résumé en un match. Moi, j'ai mis ça dans les leçons de la semaine. Tu as quelques belles actions, tu as des belles esquives, tu as de l'espoir, tu as une blessure, ils ne jouent pas à la fin, ils perdent. Est-ce que c'est dur de le résumer à ça ou est-ce que c'est avec ça que vont devoir vivre les Colts aussi après les Eagles, quoi? Ben, malheureusement, ça risque d'être ça. Après, j'étais par exemple très dur la semaine dernière sur Carson Wentz parce qu'il avait pris pas mal de sacs et je disais qu'on mettait beaucoup sur sa ligne offensive. J'ai un peu plus de mal à analyser ce match-là parce que il s'en est sorti, il a essayé de tenter des choses, il a essayé de sortir de cette pression justement. Après, malgré tout, il est touché 11 fois, il se blesse, on le sait, il est fragile. Donc malheureusement pour les Colts, c'est vrai que ça complique la chose parce qu'en plus là, ils font un bon match, ils sont dans la course. Alors, j'ai pas envie de dire que si Wentz était resté, ils auraient gagné le match, mais en tout cas, la question se pose. Et là, en sortant, c'est vrai que ça complique encore plus les choses. Et donc, du coup, les Colts vont vivre une année difficile si c'est comme ça tout le temps. Et il semblerait que ça parte dans ce chemin-là. Greg, en dehors de Vance, le collectif des Colts t'a inspiré confiance pour la suite sur ce match-là? Bah, pas totalement, dans le sens où on savait qu'il y avait des points d'interrogation, mais il y a surtout d'habituels points forts qui, en effet, cette année, sont un peu moins perceptibles. Lucas commence à en parler, mais ouais, cette O-line, forcément, je pense qu'au-delà de la blessure de Quentin Nelson et peut-être son retour un peu plus tôt que prévu, je ne sais pas, on l'a dit en l'occurrence, bon, il affrontait Aaron Donald, ça relativise, mais en tout cas, la prestation globale de la O-line n'est pas bonne. Et puis même en défense, on sait que généralement les escouades de Matt Eberflus sont quand même assez imperméables. Et ouais, là, j'en parlais tout à l'heure avec les big plays de Cooper Kupp, mais on l'avait déjà vu la semaine dernière avec les Seahawks et notamment un Tyler Lockett qui s'était baladé. Ils affrontent des bonnes attaques, mais ils prennent des big plays un peu trop facilement dans les airs. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez rédhibitoire sur l'ensemble de la saison, surtout au vu de leur début de calendrier. Oui, donc il n'y a pas que du positif. C'est vrai que cette ligne offensive, quand Quentin Nelson n'est pas à fond, ça peut être plus compliqué. L'identité des derniers temps, c'était quand même de dominer sur les lignes ces 2 dernières années. Donc, ça peut être compliqué pour Indianapolis. Seahawks 30, Titans 33. Comment les Seahawks ont-ils fait pour laisser filer une avance de 30-16 dans le dernier quart? Alors oui, Derrick Henry a fait un gros match, on va en reparler. Mais est-ce que ce ne serait pas un petit peu symptomatique de l'incapacité de Russell Wilson à cette attaque à vivre en dehors des gros jeux et à savoir faire un peu tourner l'horloge éventuellement? Parce que quand tu mènes de 14 points dans le dernier quart-temps et que tu te fais rejoindre pour la prolongation, ça pose quand même cette question, non, Lucas? C'est un truc
qui est récurrent chez les Seahawks depuis quelques années, de vivre beaucoup sur les grosses actions, mais pas forcément sur le rythme, entre guillemets. Oui, on a l'impression qu'il y a un talent monstre, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une constance. Et on le voit sur la durée d'une saison parfois, et parfois on le voit même sur la durée d'un match. Et là, on l'a vu, tu le disais, 14 points. Parce qu'en deuxième mi-temps, c'est très compliqué pour l'attaque. Ils ont ce gros jeu, justement, ce touchdown en début de quatrième quart-temps qui les fait souffler un petit peu. Mais comme tu dis, ça se repose sur uniquement ce gros jeu. Parce que derrière, l'attaque, et même avant ça, l'attaque avait beaucoup de mal. C'était compliqué. Et du coup, bah, ça ouvre la porte au retour d'une équipe qui était derrière assez solide. Et du coup, les Seahawks, bah, ils perdent ce match qu'ils ne devraient jamais perdre. Je crois que c'est la première fois qu'ils mènent d'autant et qu'ils perdent dans l'histoire de cette franchise. Pour moi, c'est bien résumé. C'est ce manque de constance. Oui, Wilson est fort parce que le talent est immense, je le répète, mais il faut de la constance en attaque notamment. Et pour l'instant, ça en manque. Greg, il y a aussi une dizaine de pénalités pour 100 yards. Du côté de Seattle, il y a aussi une défense en grande difficulté. Alors, toi, c'est plus la défense. Ils autorisent 532 yards. Ce serait plus ça qui est impardonnable? Alors, il y a un peu beaucoup de choses. Si tu veux, je vais essayer d'être très synthétique. Vous savez que c'est mon exercice préféré. Non, voilà, moi, c'est sûr que je vous rejoins sur le côté offensif. En effet, c'est pas la première fois que du côté du coaching staff, avec toutes les qualités qu'a Pete Carroll, qu'on a des petites interrogations sur la gestion des temps morts, sur la manière dont est géré le chrono en règle générale. Et là, en l'occurrence, c'est quand même une aberration avec l'avantage qui était pris par les Seahawks d'avoir que 18 courses à l'arrivée, d'avoir un Chris Carson relativement peu dangereux, hormis les phases en red zone. Et même un Russell Wilson, je veux dire, qui est capable de porter le ballon et comme tu dis, à qui on laisse la liberté de lancer peut-être plus que de raison, alors qu'on sait qu'il a la capacité d'aller chercher les first downs à la course. Après, oui, c'est indigent d'avoir un secteur défensif à ce niveau-là. Ils prennent 532 yards sur l'ensemble du match. Alors, je veux bien qu'il y ait une belle force de frappe du côté de Tennessee, mais on rappelle quand même que leur ligne a été un peu en difficulté contre Arizona, qu'ils ont perdu Taylor Lewan juste avant le match sur blessure. Donc, je pense qu'il y avait quand même moyen de leur faire un peu plus mal. Et malgré ce, ils ont réussi à se faire ouvrir d'abord à la passe et ensuite à la course, alors que paradoxalement, Tennessee n'avait pas spécialement d'intérêt à courir au sol avec le risque du coup de perdre du temps. Donc, ils se sont rendus compte malgré tout qu'ils arrivaient à stopper absolument rien. Et c'est là, en effet, où ça pose la problématique du côté de Seattle, c'est qu'on commence à se demander, en défense, hormis Bobby Wagner, je ne vois personne de vraiment hyper bluffant dans cette équipe. On va dire Jamal Adams de temps en temps, pour faire plaisir à Victor Rouillet, par exemple. Mais c'est quand même, ça me paraît extrêmement juste pour une équipe qui va prétendre au playoff. Bon, oui, en effet, Bobby Wagner, 21 plaquages, record de la franchise. Au moins, quand il y a des trous devant lui, il peut faire des plaquages et battre des records. C'est toujours ça de prix. 237 yards pour Derrick Henry au total. Il avait que 35 yards au sol après la première mi-temps. Il termine à 182 yards et 3 touchdowns. C'est un phénomène. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Derrick Henry qu'on n'a pas dit? Je ne sais pas à ce moment-là si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Mais... Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur Lamar Jackson, mais voilà. Arrête-moi si tu peux. C'est le principe avec Derrick Henry, c'est jamais flashy, mais ça va. J'ai pas cité côté Seattle, mais forcément, ça va te faire plaisir. Le kicker qui manque l'extra point et qu'on mène Seattle en prolongation, ça, je pense que tu as dû apprécier. Ah bah ça, toujours. Plutôt que Derrick Henry, d'ailleurs, Julio Jones aussi, il faut mettre en avant à dépasser les 100 yards. Ça commence à prendre forme quand même, cette attaque de Tennessee qui n'est pas sortie au premier match et qui là a été plus forte. Est-ce qu'il faut quand même noter, parce qu'on attendait cette attaque, surtout la performance défensive qui a été plus solide en fin de match, on sait que c'est quand même un des points faibles attendus des Titans, Lucas. Ouais, après, pareil, ils prennent 30 points, mais oui, ils arrivent à être solides en fin de match. Après, tu parlais de Derrick Henry et tu demandais qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Je pense que sur lui, on peut rien dire de plus, mais les Titans doivent vraiment se mettre dans la tête que c'est lui le meilleur joueur de cette attaque, sans aucune contestation, et que c'est à lui de faire d'abord les choses, d'abord de courir, de gagner les yards, même si c'est sur la durée d'un match. Et pas essayer. Parce que AJ Brown, Julio Jones, c'est très fort, Tannehill, c'est très fort, mais c'est grâce à Henry et c'est à lui. Moi, ça ne me dérange pas s'il court 35 fois dans le match. C'est vraiment lui qui doit porter cette attaque. Après, l'attaque des Titans, je sais pas. Est-ce que je dois faire confiance à l'attaque que j'ai vue sur les 6 premiers quarts-temps de la saison, les 6,5 entre le premier match et cette première mi-temps, ou est-ce que je dois faire confiance à l'attaque que j'ai vue dans le dernier quart-temps et en prolongation? Je sais pas. J'ai plus.
Voilà, après, Henry, on sait ce qu'il peut donner, on sait qu'il peut faire ça toute une saison, mais pour l'instant, j'attends encore une confirmation. C'est les joies de la saison régulière et du tout début de la saison régulière du côté de la NFL. Panthers 26, Saints 7. Sam Darnold est-il un bon quarterback? C'est la question qui commence à se poser en début de saison. 26 sur 38, 305 yards, 2 touchdowns, une interception, une première mi-temps solide. Et après, il ralentit un peu au niveau des stats parce que c'était plié. Est-ce qu'il faut y croire, Grégory? Tu y croyais toi déjà avant sa draft? Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il était dans tes petits papiers? Sam Darnold, pas autant que d'autres en l'occurrence. Pas trop parce mais, que USC, pas trop, c'est ça? ouais, peut-être, ouais. Moi, je suis souvent dans ces clichés-là. Ouais. Ouais, les quarterbacks. Alors, je sais pas si c'est toi, mais moi, j'ai toujours ce truc que les quarterbacks de USC, c'est dangereux. Oui, c'est un peu à double tranchant en tout cas. Il y a du Carson Palmer, comme il y a du Mark Sanchez, si on grossit un petit peu le Et Matt trait Lennard. sur les 20 dernières années, ouais, et du Matt Lennard aussi. Là, je t'avoue que c'est difficile à juger. On va dire que tout a tourné très vite en faveur des Panthers. Je vais être assez succinct sur ce match-là parce que pour moi, ça a été assez courté vite. Il y a les Saints qui ont essayé de reprendre un petit peu la main en deuxième mi-temps. Maintenant, si je réponds à ta question, mine de rien, le retour de Christian McCaffrey fait un grand bien, encore plus, je pense, que la signature de Sam Darnold, parce qu'il y a cette soupape de sécurité qui peut être utilisée dans n'importe quelle circonstance et qui peut rendre ton quarterback très intelligent très vite. Et là, Carolina, que ce soit offensivement avec en effet un Darnold très précis, même s'il y a une interception évitable. Carolina, que ce soit offensivement ou défensivement, c'est rapidement mis dans le bon sens. Et ça peut en tout cas que mettre en confiance leur quarterback, qui avait été moyen plus, je trouve, la semaine dernière face à son ancienne équipe, les Jets. Là, en l'occurrence, il a dégagé un peu plus d'assurance. Et ils vont jouer Houston cette semaine, donc c'est pas non plus, ça peut lui permettre de se rebooster encore un petit peu. Ce sera pas de trop d'avoir Sam Darnold dans des bonnes conditions avec un groupe qui me paraît globalement complet et qui présentait principalement des points d'interrogation sur leur QB à l'orée de la saison. McCaffrey, c'est 72 yards au sol, 65 dans les airs. Il y a DJ Moore avec 8 réceptions. Lucas, est-ce qu'il est mieux entouré ou est-ce qu'il est meilleur, Sam Darnold? C'est un peu la question du moment, en fait. Pour moi, il est mieux entouré, et ce qui le rend meilleur. Mais c'est le fait d'être bien entouré. Greg l'a dit, Christian McCaffrey, c'est la clé. C'est un joueur incroyable qui est capable de faire la différence au sol, dans les airs. Il fait du bien à un quarterback. Il fait du mal à une défense adverse qui est concentrée sur lui, qui laisse un peu plus d'espace sur des joueurs autour qui sont pas mauvais du tout. Tu parlais de DJ Moore, Robbie Anderson. Donc ça facilite les choses. C'est sûr que la situation par rapport à celle des Jets dans laquelle il était récemment, Sam Darnold, il doit se sentir beaucoup plus en confiance. Et du coup, voilà, il réduit un petit peu ses erreurs, même s'il envoie une interception, Greg l'a dit, mais il réduit un petit peu ses erreurs. Et du coup, ça donne une attaque qui avance, qui marque des points. Quand on voit cette défense qui est incroyable derrière, en tout cas sur ce match, ça fait une belle équipe. Victoire défensive aussi, en effet. 4 sacs, 10 quarterback hits pour le trio Brian Burns, Hassan Reddick, Morgan Fox en cumulé. Ils ont annihilé les Saints qui n'ont gagné que 128 yards. Alors, qu'est-ce qu'on fait des Saints aussi? Parce que première semaine, peut-être que, etc. Alors, on se fait un petit joli titre sur le podcast, on est content et tout. Et puis là, Jameis Winston nous sort un 11 sur 22, 111 yards, 2 interceptions. Est-ce que c'est juste qu'il ne peut pas lever le niveau de l'attaque, donc il sera là quand tout va bien et puis pas capable de faire la différence quand ça ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match pour New Orleans, Greg? C'est sûr que je ne pense pas que les fans des Saints s'attendaient à avoir autant de constance qu'avec Drew Brees de toute façon. En effet, globalement tout dit, je pense que c'est un joueur qui, quand il va prendre feu, peut donner des prestations comme celle face à Green Bay où en effet tout va sourire, ne serait-ce qu'offensivement. Et puis là, en effet, face à une équipe où rien n'a suivi, on n'en a pas encore parlé, mais il y a eu une semaine quand même assez compliquée du côté des Saints. Ils ont eu une première semaine de saison régulière, on le rappelle, déplacée à Jacksonville pour les soucis d'ouragan. Il y a aussi eu des cas de Covid qui ont touché le coaching staff. Donc, je ne sais pas si c'est la principale raison qui explique la débâcle globale de l'équipe. Mais là, en tout cas, 128 yards en attaque, dont 48 yards au sol. Alvin Kamara, 8 courses, 5 yards. Voilà, on ne peut pas demander à Jameis Winston dans un jour où rien ne va d'être le leader capable de rebooster tout le monde. Hein. Je pense qu'on a vu que même quand il mangeait ses doigts, ça ne suffisait pas à Tampa. Donc, en l'occurrence, là, c'est un match sans pour New Orleans, une semaine après un match où tout souriait. Il faudra essayer d'avoir d'autres matchs pour se faire une idée plus précise. Mais là, en l'occurrence, ça montre en tout cas le plus mauvais visage de New Orleans qu'on peut avoir cette saison. Donc, Lucas, on fait quoi? On met la moyenne entre les deux et on attend de voir? Oui, je pense que le premier match était un petit peu
au-dessus de ses moyens, on va dire, et celui-là, il est un petit peu en dessous, même si en fait, Jameis Winston, on le découvre pas. On le sait, messieurs, on sait exactement qu'il est capable de faire des matchs comme la semaine dernière, et qu'il est capable de faire des matchs comme cette semaine, et qu'en fait, chaque dimanche, bah, c'est... Allez, on lance une pièce, et c'est comme ça qu'il était à Tampa, et c'est comme ça qu'il sera certainement, même s'il y a un coaching staff qui va essayer de le canaliser, même s'il y a des joueurs autour, mais... Voilà, il envoie. Alors certes, toute l'attaque est en berne, mais il envoie 2 interceptions qui sont typiques Jameis Winston, avec des longues bombes. Voilà, et là où la Il y a un semaine fumble dernière qui est annulé très généreusement en plus, hein, parce que je trouve que la passe en avant me paraissait pas flagrante. aussi, oui, aussi. Donc voilà, alors que ces longues passes la semaine dernière, elles finissaient en touchdown. Donc on le découvre pas. La semaine dernière, je disais attention. Cette semaine, je dis il est pas aussi mauvais que ça peut paraître. Voilà, le curseur est entre les deux, c'est bien résumé, je pense. J'ai bien compris. Pas de titre outrancier sur Sam Darnold cette semaine. On attend de voir. Et pareil pour Jameis Winston, on ne refera pas l'erreur. Chargers 17, Cowboys 20. Victoire au buzzer des Cowboys sur un field goal de 56 yards de Greg Zuerlein, malgré une gestion de l'horloge qu'on qualifie d'un peu compliquée de Mike McCarthy dans les dernières secondes. Victoire avec seulement 20 points pour Dallas. Est-ce que ça veut dire qu'ils auraient désormais une bonne défense? Ce qui n'était pas gagné non plus. Ah, la moue de Lucas. Ouais, parce que le score, c'est 27, je crois. 27, j'ai dit combien? Non, c'est ça, mais ils mettent 20 points, en effet, ils en prennent que 17. Mais je me demande encore comment ce score peut rester à 27. Je crois que les 2 attaques sont à plus de 400 yards. Je crois que du côté des Chargers, c'est surtout les pénalités qui les a tués. Du côté des Cowboys, il y a eu du mal un petit peu à marquer des touchdowns. Il y a eu du mal un peu dans la red zone, dans la red zone pour les 2 équipes, mais c'est un match qui doit finir à beaucoup plus que ça. C'est un match qui doit finir au-dessus des 30 points. Et du coup, la défense des Cowboys, oui, elle arrive à maintenir à 17 points. Elle arrive à faire des actions, mais je pense qu'il ne faut pas s'enflammer non plus. Donc, tu mets pas ça à leur crédit, le 1 sur 4 des Chargers dans la red zone, par exemple? Si, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux de faire 1 sur 4 que 3 sur 4. La semaine dernière, ils prenaient des points, mais ils arrivaient à créer quelques turnovers. Il y a du mieux, clairement, il y a du mieux. En plus, ils doivent un petit peu composer. Ils ont passé Micah Parsons en pass rusher, en defensive end, parce qu'on sait que c'est compliqué à ce poste-là avec les blessures en ce moment. Ils sont un peu en train de composer. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ne nous enflammons pas, ne faisons pas de cette défense une top défense. Il y a du mieux, ils permettent de gagner des matchs à leur équipe, mais 17 points, quand on voit en plus le match de Justin Herbert, ça aurait dû faire mieux. Il y a deux touchdowns qui sont annulés pour des flags des Chargers. Oui. C'est compliqué, très compliqué. Ils sont pénalisés 12 fois, les Chargers, dans ce match. Pardon. Donc, en effet, ça rend très difficile la possibilité de gagner. Greg, tu es pareil, tu restes modéré là-dessus, parce que bon, c'est quand même une défense qui a été reprise en main par Dan Quinn, qui a un sacré pédigré défensif. Non, mais moi, à titre personnel, je me disais que ça pouvait être compliqué de faire moins bien que l'année dernière. Je le répète, j'aimais bien Mike Nolan, qui en effet n'a pas montré de bonnes choses à Dallas. Je me disais qu'être Dan Quinn, ça pouvait être mieux, mais ça ne garantissait pas forcément que ce serait mieux en l'occurrence, surtout avec les absences dont on parlait, hein, en l'occurrence, ne serait-ce que DeMarcus Lawrence. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du backfield défensif, déjà, Dallas est un peu plus fringant que l'année passée. On voit notamment, ne serait-ce que. Alors, l'interception de Davante Casey, c'est un cadeau de Justin Herbert, même si ça contribue à ces fameux bons drives non concrétisés par les Chargers. Maintenant, je pense à l'interception de Trevon Diggs, par exemple, qui va se chercher tout seul et qui permet notamment à Dallas de casser une bonne période des Chargers, en tout cas une période où ils ont l'air de reprendre confiance. Maintenant, voilà, c'est vrai que je ne vais pas répéter ce qu'a dit Lucas, mais ouais, à mon sens, c'est plus les Chargers qui se sont tirés des balles dans le pied avec des complicités tierces, je dirais, hein, parce que bon, l'action du sac de Justin Herbert, un petit peu controversée, qui fait perdre quasiment 10-15 yards aux Chargers et qui les amène à jouer un field goal, ça n'a pas forcément aidé non plus. Mais en l'occurrence, voilà, c'est là aussi où le nouveau coaching staff des Chargers va devoir se pencher, c'est réussir à être plus réaliste quand il faut l'être face à une défense qui est, on va dire, une défense besogneuse, mais qui n'est pas forcément extraordinaire et qui avait largement possibilité de battre ce week-end. Bon, les Cowboys ont été timides dans les airs relativement, mais ils ont retrouvé leur jeu au sol, 198 yards entre Tony Pollard et Ezekiel Elliott. C'est plutôt prometteur pour la suite quand même, ça, que Dallas retrouve un jeu au sol. C'est un des faits marquants de ce match. On avait beaucoup vu au receveur. Pollard et Elliott, sans dire d'ailleurs lequel est le numéro 1 vraiment entre les deux. Mais ça, c'est important pour Dallas, non, Lucas? Je pense que oui, en effet, c'est ça la vraie nouveauté, c'est que désormais, je pense qu'ils ont un groupe de running back. En tout cas, ils ont un duo de running back et
Je pense que les touches sont assez bien partagées. Il ne doit pas y avoir de grande différence entre les deux hommes. C'est plus juste Ezekiel Elliott et Pollard son remplaçant, c'est les deux. Donc oui, ça fait du bien. Ça fait du bien à Dak Prescott. Ça fait du bien à cette attaque. Après, tu l'as dit très rapidement, si on peut revenir 30 secondes sur la gestion de fin de match de Mike McCarthy, c'est quand même très compliqué. Là, il gagne ce match. Et donc, du coup, on passe un petit peu. Voilà, on dit que ça a été compliqué, mais si ça finit en prolongation parce qu'il loupe ce field goal et qu'il perd en prolongation, on lui tombe tous dessus, c'est terrible. Il prend ce temps mort à toute fin, ils font une course. C'est vraiment, après, il a essayé de se justifier un petit peu en disant qu'il ne voyait pas bien l'horloge, mais bon, on n'était pas loin de la faute professionnelle quand même. C'est vrai qu'il y avait eu ça aussi avec Mike McCarthy. Petite pause et tous les autres matchs de la semaine. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On enchaîne avec toutes les autres rencontres de la semaine. Vous l'avez peut-être remarqué, on a fait un peu plus d'affiches et on va aller vers l'essentiel des autres rencontres. Cardinals 34, Vikings 33. Cardinals efficaces en attaque, ça on s'y attendait. Leur défense, elle, n'a pas réussi à mettre assez de pression sur le quarterback adverse. Est-ce qu'il ne manquerait pas quelqu'un pour aider Chandler Jones? Parce que pour l'instant, J.J. Watt et les autres n'ont pas l'air de trop y arriver, Grégory. Oui, sans doute. Après, là, en l'occurrence, la O-line de Minnesota a fait le boulot également, j'ai trouvé quand même. Mais bon, on ne peut pas avoir des prestations stratosphériques chaque semaine comme celle qu'on a eue du côté du Tennessee, surtout avec une équipe de Minnesota qui, je pense, était très revanchard après quasi un non-match à Cincinnati. Donc oui, pourquoi pas essayer de se faire un petit peu moins de frayeur dans une rencontre qu'ils ont quasiment fait toujours derrière au score. Mais voilà, de toute façon, je pense qu'avec Arizona, on va être conditionné comme ça toute la saison, c'est-à-dire qu'on va avoir une attaque hyper spectaculaire et une défense qui, quand elle est bonne, bah, ce sera tant mieux. Sinon, bah, va falloir espérer une fin de match au couteau. Faut une défense opportuniste à la Chiefs un peu il y a 2-3 ans, quoi. Tu as une attaque qui tourne bien et jouer comme ça. Oui, je pense que ça me paraît un bon comparatif. Ouais. Les Vikings qui ont retrouvé de l'énergie des deux côtés du ballon, 3 sacs, 2 interceptions pour la défense, un bon Dalvin Cook. Est-ce que, je crois que c'était avec toi, Lucas, la semaine dernière qu'on avait des défaites qui avaient des motifs d'espoir. Est-ce qu'on est là-dedans pour Minnesota? Oui, on est clairement là-dedans. Voilà, on sait que c'est le jeu, mais je vais essayer de sortir un petit peu du résultat parce qu'il loupe ce field goal en toute fin. S'il le met, on parle peut-être différemment des deux équipes. Donc je vais essayer d'analyser ce match sans trop prendre le prisme du résultat, mais c'est vrai que c'est quand même un bon match de la part des Vikings. L'attaque qui est retrouvée, Dalvin Cook qui est incroyable, même Kirk Cousins qui fait un très bon match, notamment ce drive à la fin qui est assez solide. La ligne offensive, l'a dit Greg, qui a été solide, et la défense qui est encore un petit peu en difficulté. Brashad Breeland, je tombe un petit peu dessus à chaque fois, mais c'est compliqué quand même. Mais bon, après, ils arrivent à faire des jeux, ils arrivent à faire des sacs, ils arrivent à intercepter. Ils pourraient donner la chance un petit peu plus à leur attaque, mais il y a un petit peu de mieux du côté de Minnesota. Greg, tu y crois à ces Vikings encore, malgré le 0-2? Oui, le match de Bengals m'avait un peu inquiété. Alors, tout est relatif puisqu'il ne faudra pas perdre de terrain maintenant qu'ils sont à 0-2 par rapport aux autres. Mais oui, ils ont un calendrier compliqué, excuse-moi, mais ils ont un calendrier compliqué. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ils ont une division, je ne serais pas surpris qu'ils battent 2 fois les Bears ou les Lions, vu la dynamique qu'on a des deux équipes. Mais en effet, c'est sûr que ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais je ne les écarte pas tout de suite. Il faudra quand même être plus discipliné défensivement. Là, ça fait 2 semaines de suite où défensivement, même si là, c'était plus fringant forcément Arizona que Cincinnati la semaine dernière. Voilà, faut que ce soit moins sur courant alternatif quand même. Les Buccaneers 48, Falcons 25. Grégory a habilement évité le débrief de la semaine dernière, mais là, il ne peut pas y couper. Ils se sont accrochés pendant un long moment, Greg, les Falcons. Ils ont fini par se faire achever dans le dernier quart assez logiquement. Mais est-ce que tu as vu un motif d'espoir dans la prestation de Kyle Pitts, par exemple? Dans la prestation de Kyle Pitts, oui. Moi, tu l'as dit, hein, moi j'étais presque étonné que Atlanta soit qu'à 3 points à l'entame du quatrième quart. Après, le quatrième quart, on sait qu'Atlanta, Après, ils ont pris un 20-0. C'est mémorable maintenant. Donc, mais non, honnêtement, je m'attendais à un score de toute façon de cet acabit-là. Moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est que si c'était fait ouvrir uniquement en défense, je n'aurais pas trouvé ça anormal. Moi, je trouve que le niveau de la ligne offensive est assez indigent. Jake Matthews fait le boulot. Chris Limson dans une moindre mesure. Mais alors les 3 autres, c'est pénible. Et franchement, j'entends les critiques qui sont émises à l'encontre de Matt Ryan, qui fait 2 pick six sur ce match-là, 3 interceptions au total.
Mais ça fait trop longtemps que la ligne n'est pas bonne et c'était une des raisons pour lesquelles Arthur Smith, à mon sens, a été engagé. Et là, ça fait que 2 premiers matchs, donc on va pas être trop sévère. Mais ouais, on peut pas avoir un tel niveau au niveau de la ligne offensive, surtout avec un quarterback qui est quand même plus vraiment dans ses premières années, quoi. Après, à leur décharge, ils font face, moi je voulais souligner leur boulot, à un duo quand même sur la ligne, notamment Ndamukongsu Kongsu, Vita Vea. Va falloir avoir envie de se les envoyer, hein, parce que là, Lucas, il y a quand même probablement le duo de defensive tackle le plus qualitatif de la ligue, quoi. Ouais, c'est très fort. Ils ont eu l'une des meilleures défenses contre la course, si ce n'est la meilleure. Du coup, les équipes ne veulent même plus courir face à eux. Ils arrivent à mettre de la pression dans le milieu de la poche. Il y a une interception de Matt Ryan, Greg en parlait. C'est Vita Vea qui la contre, je crois, avant qu'elle retombe dans les mains d'un des linebackers. Ils font tout. Cette défense, elle est très forte. Et du coup, c'est vrai que ça complique vraiment la tâche des attaques en face. Et puis en plus, après, il y a cette attaque des Buccaneers qui est vraiment incroyable. Alors oui, il n'y a que 3 points à un moment en fin de match, mais en fait, j'ai l'impression que les Buccaneers n'ont jamais vraiment eu peur. Ils ont accéléré quand ils voulaient, ils jouent à leurs mains. C'est vraiment, voilà, pour l'instant, c'est tout bon pour les Buccaneers. Je crois que c'est leur 9e match à plus de 30 points d'affilée. C'est un record. Les derniers records, c'était les Pats en 2007 et les Pats en 2010. Bon, Donc voilà. Brady saute au bas. Le facteur commun, donc Tom Brady, encore un très bon match. Et Rob Du coup, ces 2 années-là, les Pats ne sont pas gagnés, du coup. C'est vrai. Je crois, attends, 2010, non, hein. Et 2011, 2012. 2012, c'est celui qui perd contre les Giants, non? Oui, je crois que 2010, c'est l'année où ils font le. Oui, 2010, c'est les Packers. Oui, pardon. Excuse-moi, Alain, je t'ai coupé. Et bien écoutez, je disais donc un doublé pour Rob Gronkowski, 4 touchdowns en 2 matchs, ça déroule pour l'attaque. Eagles 11-17 pour les 49ers. Jalen Hurts, bien calmé par la défense des Niners. Il n'y a pas eu de carnage non plus. Est-ce que c'est pas quand même une défaite qui confirme le bon début d'année de Philadelphie? Il y a une équipe très forte sur les lignes, notamment défensive. Il y a des décisions litigieuses et il y a un Jalen Hurts qui, même s'il n'est pas toujours à son avantage, ne coule pas son équipe. Ce que je trouve déjà bien pour un quarterback jeune quand ça va mal. Je vois que Greg sourit. Ouais, je sais pas, t'adaptes le curseur en fonction des QB, c'est bien, mais j'ai hâte qu'on parle de Jared Goff. Bah oui, mais il n'a pas la même expérience. Oui, non, mais bon, je taquine. Non, c'est sûr. Moi, j'avoue que j'étais assez bluffé en début de match parce que du coup, lors de la victoire face aux Falcons la semaine dernière, on n'avait pas forcément vu beaucoup Hurts jouer dans la verticalité. Là, en l'occurrence, ils n'ont pas hésité, surtout avec un backfield défensif des Niners. On le sait, qui est un petit peu dépeuplé, avec notamment la blessure récente de Jason Verrett. Ils n'ont pas hésité à jouer verticalement. Il y a eu 1 ou 2 fois où ça a été très efficace. Ça n'a pas été loin d'ailleurs d'amener un TD de Quez Watkins annulé pour un pied en dehors du terrain quelques secondes plus tôt. Et j'ai la sensation quand même que cette action-là, elle a mis un petit coup sur la tête des Eagles parce que derrière, tu te retrouves en position goal line. Tu te dis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose et finalement, ça se transforme en turnover and down de mémoire. Et derrière, derrière San Francisco reprend un petit peu la main. Joue clairement du ball control. Je me rappelle d'un drive en début de 3e quart, je crois, ou un drive de 9 minutes qui se termine par un TD. Donc voilà, c'était pas flamboyant des 2 côtés. Certes, du côté de Philadelphie, pour répondre à ta question, oui, on peut se dire que tout n'est pas acheté et qu'il y a eu des bons éléments, notamment de la part du quarterback, qui fait aussi 82 yards et un TD à la course. Mais ouais, ça rappelle aussi que la victoire à Atlanta de la semaine dernière était peut-être aussi liée à la fébrilité de l'opposition. J'ai perdu le fil de mes notes. Oui, Lucas. Lucas, des bons points pour Philadelphie ou pas alors? Oui, et puis je voudrais noter le bon point en défense. Ça fait quelques jours, en tout cas quelques semaines, ça fait que le début, mais je dis que cette défense de Philadelphie, je pense qu'elle est sous-cotée. Je pense qu'on n'en faisait pas une bonne défense et elle est meilleure que ce qu'on attend. Il y a des bons joueurs, tu parlais de la ligne, même s'il y a une blessure de Graham qui va faire peut-être un peu de mal, mais ils maintiennent les 49ers qui a 17 points, là où la semaine dernière ils avaient marqué pas mal de points. Donc je pense que cette défense peut permettre à Hurts d'aller gagner certains matchs. Greg, tu levais la main. Ouais, juste un dernier petit truc qui n'est pas très important au final, mais ça fait 2 semaines de suite que Nick Sirianni tente des conversions à 2 points sur des moments où je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Alors ça ressort pas et c'est transformé en l'occurrence à chaque fois et ça ressort pas parce que ça n'a pas une influence directement sur le score. C'est quand même quelque chose qui, moi, me turlupine un peu. Je me dis, le jour où ça passe pas, il ne faudrait pas que ça sème le doute trop facilement dans les têtes des Eagles. Mais bon, c'est vraiment juste pour extrapoler. La défense des Niners a été forte avec 2 sacs de Nick Bosa, on s'y attendait. Par contre, pas de Trey Lance en attaque et une attaque
vous l'avez dit, qui a fait sa vie. Il y a 1 million de blessés au poste de coureur maintenant. On en est. Bon, alors, je regarde la liste de ceux qui ont couru. Elijah Mitchell, il s'est blessé. Jamichael Asti, je crois qu'il n'est pas blessé. Et on a Jimmy Garou. Ah, si, aussi. Voilà. Asti s'est blessé. Trey Sermon est blessé. Donc là, on en est à Deebo Samuel, Kyle Juszczyk, Trenton Cannon. Enfin bref, c'est un enfer. Malgré ça, donc ça a été un peu poussif. On ne s'inquiète pas et on continue à persister. Ça reviendra pour San Francisco. Bon, c'est surtout que notamment, tu parlais du jeu au sol, ils ont, je le répète, un système qui fait que pas n'importe qui, mais voilà, on peut mettre un joueur et il va être productif à la course parce qu'il y a un système Shanahan, parce qu'il y a une ligne offensive correcte. Donc sur ce point-là, pas inquiétant. Mais après, c'est vrai que ces blessures qui se répètent chaque année, c'est compliqué. Et là, on avait face à face les deux pires équipes depuis quelques années pour ce genre de choses, parce que les infirmeries, c'est très compliqué. C'est vrai. Washington 30, Giants 29, c'était le match du jeudi. Tyler Heinicke ou Ryan Fitzpatrick. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il y a une grosse différence? J'ai pas l'impression, en fait. Je vous dis ça parce qu'on m'a posé la question pendant le fauteuil. J'ai pas l'impression qu'il y a un delta particulier, en fait, entre les deux, Greg. Non, Tyler Heinicke, en tout cas, j'avais dit à l'époque, on était resté sur un match de playoff contre Tampa qui avait été assez encourageant, là, face aux Giants, face à une défense qui est réputée bonne, même si, bon, c'est pas trop ce qu'on ressort sur ces 2 premières semaines. On l'a vu assez solide. Il y a en effet cette interception qui a failli être coûteuse en fin de match, mais on voit que le corner, James Bradbury, joue très très bien l'anticipation. Voilà. Après, sur l'ensemble de la rencontre, voilà, c'est presque l'attaque aérienne qui a été plus fringante que le jeu au sol, alors qu'on pouvait s'attendre à l'inverse à l'orée de ce match. Donc oui, c'est de bon augure, en effet, avec des receveurs qu'on a souvent mis à contribution. Un J.D. McKissick qui a beaucoup été utilisé en sortie de backfield. Donc, mine de rien, ça permet à Washington d'avoir une attaque suffisamment fringante pour pouvoir suivre, en tout cas, cette saison, le rythme de la défense. Maintenant, il faudrait que la défense mette le rythme. Parce que tu dis suivre le rythme de la défense. Supposé, j'entends. Voilà. Moi, c'est un peu ça qui me manque. Pour l'instant, ils ne sont pas tout à fait au niveau attendu du côté de Washington. Parce que bon, Daniel Jones fait un gros match. Les Giants sont quand même pas loin de gagner. Ça se joue sur une pénalité idiote en fin de match qui permet à Washington de retirer le field goal de la gagne et cette fois de le mettre. Donc moi c'est plus, j'attends que la défense quand même s'y mette un peu plus que ça, parce que ouais, au final Heinicke, je sais plus si c'est Heinicke, hein, c'est ça, on m'a fait la remarque dans le fauteuil, peut faire le boulot quoi, donc il souffre pas trop de l'absence de Fitzpatrick. Du côté des Giants, toujours, alors cette fois c'est pas Daniel Jones, c'est les coéquipiers qui l'ont trahi. On va pas se lancer dans un débat de Daniel Jones, est-il relancé, etc. On verra dans 2-3 semaines s'il fait quelques matchs solides. Mais j'ai envie de dire, les Giants, de toute façon, sont toujours trahis par quelque chose, que ce soit Jones ou un autre, etc. Comment ils peuvent stabiliser tout ça? Moi, j'avoue que c'est quand même une franchise qui a un des pires bilans de la Ligue maintenant sur les 2-3 dernières années. J'ai du mal à voir par où ils en sortent, quoi, Lucas. Je sais pas, c'est compliqué. Si je savais, peut-être que je serais pas là, peut-être que je serais à New York. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que pour une fois, Daniel Jones ne fait aucune perte de balle. Il fait un bon match, voire un très bon match. Et puis il est abandonné par ses coéquipiers. Tu l'as dit, cette pénalité au final qui doit être évitée absolument. Une pénalité comme ça coûte le match tout simplement. Il y a un touchdown de Slayton qui en tout cas il y a un drop de Slayton sur un touchdown tout fait qui doit être évité aussi. Il y a toujours quelque chose en effet du côté des Giants. Je ne sais pas comment l'éviter. Peut-être un peu plus de discipline. C'est difficile d'identifier ce qui ne va pas. Et étant la semaine prochaine, tout ira mieux. Et puis c'est Daniel Jones qui retombera dans ses travers. C'est vraiment une saison qui, à mon avis, s'annonce très compliquée du côté des Giants. Peut-être que c'est l'espoir. Tu disais que tu serais à New York si tu avais la solution. Peut-être que le mec qui a la solution pour les Giants était en dehors des États-Unis et que là, avec la réouverture des frontières, ça faisait 18 mois qu'il attendait pour pouvoir rentrer. Il faut qu'il soit vacciné. Voilà. Bon, voilà. En plus, il faut qu'il soit vacciné. Bon, ça complique, mais peut-être que c'est un début de solution. Peut-être que le sauveur est à l'international. Greg, une solution pour les Giants ou on passe au match? Non, mais je vais pas répéter, mais c'est vrai que la discipline, on le répète souvent, hein, mais bon, il paraît que le head coach, c'est un sympathisant de Bill Belichick. Fait courir des tours de terrain. J'aurais cru quand même que niveau discipline, c'était un peu plus appliqué, mais là, manifestement, prendre 11 pénalités, dont une qui te coûte la victoire, ça fait un peu tâche. Ah bah là, Dexter Lawrence court toujours autour du terrain au moment où on se parle, en pénalité en punition de cette pénalité. Lions 17, Packers 35. C'était le match du lundi. Les Packers, qu'on attendait. L'attaque a fait son retour, ça a déroulé, des touchdowns dans tous les sens en deuxième mi-temps. Aaron Rodgers, Aaron Jones. C'est bon, tout va bien, on oublie la semaine dernière.
Bah, on va dire, ouais. C'est un peu. Ils nous ont fait les Saints à l'envers, en fait. C'est-à-dire que la semaine dernière, il n'y a rien qui fonctionnait. Là, en l'occurrence, offensivement, tout était bien rodé. Aaron Rodgers se remet dans le bon sens, fait briller son running au sol et à la passe. Donc, bon. Il faudra peut-être mettre un peu plus de pression défensivement. Je crois que c'est les pires sackers de la ligue après 2 matchs seulement, hein. Attention, tout est relatif. Mais a priori, bon, on arrive à se remettre dans le bain contre la passe malgré tout, même si pour l'instant, ils ont affronté une escouade de receveurs un petit peu pas épargnée par les blessures côté Saints et une escouade de receveurs un peu courte côté Lions. Mais oui, offensivement, en tout cas, tout a l'air de se remettre dans le bon sens, pourvu que ça dure du côté des Green Bay. Alors, tu as dit, ils mettent pas beaucoup de pression. Lucas, est-ce que les Lions sont plus surprenants ou est-ce qu'ils en ont juste profité? Parce que moi, ils me frappent un peu comme des Texans, tu vois, ils sont pas ridicules. Non, 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 ils sont pas ridicules. Je me faisais la réflexion en regardant le match. Ils font un bon début de match. Ils font une première mi-temps correcte. En fait, peut-être qu'ils n'ont pas encore fait le match plein qu'ils aimeraient. La semaine dernière, c'est la deuxième. Cette semaine, c'est la première. Après, ils se font un peu rattraper par notamment Jared Goff. Après, voilà, on le sait, Jared Goff, il a ses limites. Beaucoup de check-down. Il peut pas faire. Voilà, Sean McVay le disait, ou en tout cas le fait comprendre qu'on peut pas faire tout avec Jared Goff. Des fois, on peut faire n'importe quoi, par contre, parce que il a quelques pertes de balles qui sont un petit peu compliquées. Mais les Lions, oui, ils ont du caractère. On l'a dit la semaine dernière. Ça se voit encore cette semaine. Après, il y a un manque de talent. Donc, forcément, sur des matchs comme ça va être compliqué. Bears 20, Bengals 17. Justin Fields a pris la place d'Andy Dalton après une blessure de ce dernier. La question forcément qui suit ce match, est-ce qu'il peut garder le poste selon ce que vous avez vu? Offensivement, c'est pas évident de dire qu'il a mieux mené l'attaque. Une interception, moins de 50% de passes complétées. Dalton était à 9 sur 11, 56 yards, un touchdown quand il est sorti. Mais il y a la mobilité. C'est un match que la défense a gagné. Il y a 3 interceptions. Donc, est-ce que Fields, pour vous, est une meilleure option que Dalton sur ce qu'on a vu? Ça doit l'être. Ça doit l'être. En tout cas, je pense que je vais me répéter un peu, mais de toute façon, Matt Nagy doit passer par là parce que je ne suis pas sûr qu'avec Andy Dalton, même si tu fais le comparatif de la prestation des deux, tu peux te dire que Dalton a peut-être une meilleure fiche au global. Mais de toute façon, oui, il va falloir lancer dans le grand bain, peut-être profiter, entre guillemets, des mésaventures d'Andy Dalton pour vraiment tenter de lancer ton quarterback dans le grand bain. On a vu que ce n'était pas aussi évident qu'en pré-saison, en l'occurrence, son entrée face aux Bengals, qui sont pourtant pas réputés comme étant une des plus grosses défenses de la ligue. Donc, il va falloir rassurer dans cette optique-là. Mais oui, je pense que Chicago doit poursuivre avec Justin Fields dans les prochaines semaines, que Dalton soit remis ou pas. Oui, j'ai dit que Dalton avait une meilleure fiche, toute proportion gardée, évidemment. 5,1 yards par passe, c'est pas non plus exceptionnel. Lucas, tu gardes qui? Ouais, je garde Fields aussi. On sait que ça se passe souvent comme ça. Il y a le quarterback titulaire qui est blessé. Ça donne l'occasion de mettre le rookie remplaçant. On se rend compte qu'il n'est pas pire que celui qui était. Et puis on se dit qu'on mise sur l'avenir. Il offre un peu plus de possibilités. Tu as parlé de la mobilité. Ça permet d'ouvrir un petit peu plus le playbook. Moi aussi, je garde Fields. Non pas qu'il soit bien meilleur, mais en tout cas, il y a d'optique. L'avenir est un petit peu plus éclairé qu'avec Dalton. Joe Bureau lance 3 interceptions de suite. Après, il n'est pas aidé parce qu'il y a aussi une ligne défensive qui laisse passer beaucoup de pression. C'est un peu la fatalité. Ça va vivre sur des coups d'éclat, les Bengals, avec juste cette priorité déjà de l'intersaison prochaine, de dire on lui donne une ligne. On en est déjà condamné à ça. Je vois que Greg a l'air désabusé. Non, mais c'est ça. En fait, on l'avait vu contre Minnesota, on le revoit contre Chicago. En fait, oui, comme tu dis, c'est des coups de chaud, quoi. Cincinnati, ça va être ça, c'est des coups de chaud. Et là, en l'occurrence, le score est que de 3 points, mais sachant qu'il y avait 20-3 à un moment donné et que Chicago a laissé la porte entrouverte. Mais sur ce match-là, offensivement, ils n'ont pas vraiment existé. Et, bon, ouais, je vais pas répéter ce que je dis souvent sur les Bengals, mais ouais, sur le long terme, ça me paraît un petit peu rédhibitoire. Il y a des matchs qu'ils vont pouvoir prendre, mais ouais, offensivement, la ligne pourra pas les maintenir à flot perpétuellement. Ouais. Dolphins 0, Bills 35, la boucherie de la semaine. Les Bills très facile vainqueurs de Miami. Tua Tagovailoa a sorti rapidement dans le match avec une blessure aux côtes. Est-ce qu'il a été victime de sa protection, Lucas? Oui, dès le premier drive, il prend 2 sacs sur les 3 premiers jeux, je crois. Il se blesse ensuite.
c'est compliqué. C'est compliqué avec une ligne offensive comme celle-ci. Après, c'est pas non plus le quarterback qui a une lecture encore tout à fait propre pour éviter en plus ce genre de choses. Donc oui, c'est très compliqué pour lui. Et puis en plus, face aux Bills, clairement, McDermott, il a le numéro de Brian Flores. C'est terrible ce qui leur arrive à chaque fois. Là, tu parlais de la boucherie. On se rappelle de l'année dernière, la dernière journée avec les Dolphins qui peuvent passer en playoff, qui se font éclater, qui prennent 56 points. Voilà, c'est très compliqué pour les Dolphins face aux Bills. Malgré tout, ils font pas une mauvaise performance en défense, mais après, à être sur le terrain à chaque fois comme ça, forcément, on va prendre des points. Je crois qu'il n'y a que 14-0 à la mi-temps. C'est pas rédhibitoire, mais après, c'est très compliqué pour la défense. Elle va pas pouvoir assurer à chaque fois. Grégory, on ne peut pas blâmer Tua Tagovailoa pour ce qui lui arrive là, donc ça retarde encore son examen de passage. Bah, moi, si tu veux, je vais pas faire trop long. Je pense qu'il va falloir se pencher là-dessus à un moment donné. J'entends que des bons mots à raison sur le passage de Brian Flores à Miami. Alors, défensivement, on voit qu'il y a un changement et qu'en effet, il fait rentrer Miami comme des prétendants sérieux aux playoffs désormais. Mais offensivement, c'est souvent très très pauvre ce qu'on voit encore du côté de Miami. Alors, c'est pas de leur faute si Tagovailoa est fragile. Ça, on l'avait vu dès son arrivée en NFL. Mais on lui a mis une escouade de receveurs, mais on lui a jamais mis de coureurs vraiment sérieux pour pouvoir alterner et justement éviter qu'il soit soumis à cette pression perpétuellement. Même avec l'entrée de Jacoby Brissett, c'était pas fabuleux. Alors, Jacoby Brissett, c'est qu'un numéro 2, mais on n'a jamais senti un vrai sursaut offensif. Et puis, ouais, cette ligne offensive, on en parlait un peu en pré-saison, mais ouais, c'est un peu jeune et ça se ressent un peu là-dessus. Ça peut commencer à être sérieusement rédhibitoire pour Miami dans l'optique des playoffs si la défense est constamment au rendez-vous, mais que l'attaque est incapable de bonifier tout ça. Ouais. Je relance juste, Lucas, tu n'avais pas l'air très convaincu par la performance offensive des Bills non plus, parce que c'est vrai que on a l'impression que c'est une grosse victoire et un carton, mais en effet, Josh Allen a à peine 50% de passes complétées, il a une interception aussi. C'est vrai qu'il est à 171 yards, c'est pas un gros match, quoi. Ouais, justement, je voulais toucher un petit mot sur ça, mais c'est vrai qu'on voit 35-0, on se dit que forcément ça a été incroyable, mais ça fait 2 semaines que Josh Allen n'est pas le quarterback qu'il était l'année dernière. J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu l'équipe des Bills d'il y a quelques années avec une défense très solide parce que ça fait 2 semaines eux qui sont au rendez-vous et une attaque qui est un petit peu plus en difficulté, en tout cas qui est pas aussi forte qu'elle l'a été. Donc c'est à surveiller. Alors je ne m'inquiète pas particulièrement, mais je l'avais dit en preview, Josh Allen, j'attends la confirmation. Pour l'instant, je la vois pas. Grégory, j'ai vu que tu avais l'air d'être assez d'accord. Un peu d'inquiétude pour Josh Allen? Ouais, en tout cas, on a vu que c'était un match en première mi-temps qui a été assez pénible à regarder. C'était perte de balle sur perte de balle sur perte de balle. Donc, c'est sûr qu'en effet, comme le dit Lucas, c'est assez boursouflé. Et pour l'instant, ouais, Josh Allen, que ce soit face aux Steelers ou même sur ce match-là, bon, c'est pas les pires défenses qu'il avait face à lui, mais ouais, on est loin encore du quarterback qui a marqué les esprits l'an dernier et qui était présenté comme un gros candidat au titre de MVP cette saison. Jets 6, Patriots 25, une soirée en enfer pour Zach Wilson, 4 interceptions. Est-ce qu'il est trop tôt pour s'inquiéter? En résumé à ça. Pour Zach Wilson? Pour Zach Wilson. Ah non, c'est inquiétant. C'est quand même inquiétant, je trouve. Je trouve que c'est inquiétant. Il est vraiment pas aidé, mais c'est vrai qu'il envoie des interceptions parfois qui devraient pas. Alors oui, il a vraiment rien autour de lui, entre guillemets, mais quand même. Je vois que Greg n'est pas du tout d'accord avec ce que je dis. Si, justement. Oui, d'accord. Parce que je trouve que il y a des il force certaines passes. C'est très compliqué. Les Patriots font pas un grand match et ça finit avec une fiche horrible pour Zach Wilson. Oui, c'est vrai que les Patriots n'ont pas fait d'erreur, mais ils ne se sont pas baladés non plus. La défense des Jets, c'est plutôt défendu. Mac Jones ne lance pas de touchdown, il fait un match propre à 186 yards et à 22 sur 30, mais voilà, il est aidé par le jeu au sol. L'attaque de New England ne doit même pas taper les 300 yards sur ce match, si je ne dis pas de bêtises, ouais, 260 yards. Ils sont même battus sur le nombre de yards par les Jets. Mais Greg, tu as l'air d'être d'accord. Pour Zach Wilson, il y a un peu... Mais en fait, ce qui m'a fait un petit peu sursauter dans ce qu'a dit Lucas, c'est on n'a pas l'impression de répéter les mêmes trucs qu'avec Sam Darnold. Si, exactement. À un moment donné, l'ami Douglas, moi je veux bien, il y avait une grosse reconstruction l'année dernière. Alors, attention, c'est une équipe qui a été touchée par les blessures pendant l'intersaison, je ne l'oublie pas, mais j'ai dans l'idée qu'ils ont été plus touchés défensivement qu'offensivement. Là, voilà, je ne veux pas être trop sévère dans mon jugement, et c'est un fan d'Atlanta qui dit ça, mais je trouve que les Jets sont l'équipe la plus inquiétante de ces 2 premières semaines, à mon sens.
C'est Donc pas faux. voilà, moi c'est ça, tu vois. Si on s'amuse au bout des 2 premières semaines à identifier un possible numéro 1 de la draft, les Jets, ils ont un bon profil d'ores et déjà. C'est ça qui est inquiétant. Alors, petite anecdote, messieurs, je suis en train de préparer le Power Ranking pour demain. J'ai beaucoup de mal à trouver le dernier. Ça se joue entre les Jets, hein, forcément. Et une autre équipe, on va certainement en parler. Mais en tout cas, c'est vrai qu'entre les Jets et les Jaguars, je vais spoiler, c'est très compliqué pour moi de savoir qui va être C'est le vrai. dernier. Ouais, j'allais te demander en plus, Lucas, si tu pouvais nous spoiler le Power Ranking, donc c'est pas Je suis encore incapable. fini. Ce que je peux vous dire, c'est que Tampa Bay est premier. Voilà. Moi, je te dirais Jets. Hein, On sur va le- certainement parler des Jaguars, mais c'est Ouais. vrai que c'est compliqué aussi. Ah, Mais il a c'est raison, vrai c'est qu'il chaud. Ouais. n'y a pas Ouais. grand-chose du côté des Jets. C'est- Après, un c'est- tout petit mot, C'est un vrai petit mot aussi. sur les Patriots. Jesse Jackson qui fait encore 2 interceptions. Sans Stéphane Gilmore, il s'impose vraiment comme un joueur incroyable. Et Mac Jones qui fait pas d'erreur, qui fait un bon match. Après, il manque un peu de jeu explosif du côté des Patriots. Ils n'ont pas une attaque incroyable. Voilà, la différence, c'est que Mac Jones évite les turnovers, est simple, propre. Mais pour avoir un peu plus d'ambition, il faudra faire un petit peu mieux, je pense, en attaque. Les Browns 31, Texans 21, victoire qui a mis du temps à se dessiner, mais victoire logique. Cleveland, c'est une équipe qui va bien quand son jeu au sol va bien, j'ai l'impression. 146 yards pour le duo Nick Chubb, Kareem Hunt. Les Texans ont coulé avec la sortie de Tyrod Taylor. Avant, ils ont tenu, mais on sent quand même que c'est le jeu au sol de Cleveland aussi qui est le moteur de cette équipe, Grégory. Ouais, on n'a pas trop compris en première mi-temps enfin, on n'a pas trop compris. La défense de Houston était là, mais ouais, ça a été tout sautant en première mi-temps, cette attaque de Cleveland. On a vu que au retour des vestiaires, quand ils ont commencé à accélérer, je crois qu'il y a trois drives notamment qui amènent à des points, notamment 2 TD. Donc je te rejoins, c'est sûr que cette sortie de Tyrod Taylor à 14 partout a sûrement mis un petit coup sur la tête de Texans qui était plus résistant que prévu sur le papier. Mais oui, là, en l'occurrence, Cleveland a réussi à bonifier ses bons temps forts en deuxième mi-temps, à se reconcentrer en tout cas. Mais ouais, après, ça fait 2 performances avec celle contre les Chiefs où je ne vais pas leur reprocher de ne pas être conquérant contre les Chiefs, mais c'était un match en l'occurrence où ils auraient pu taper du poing sur la table et dire regardez, on n'est pas passé loin la semaine dernière et on va être des gros candidats pour la première place de l'AFC. C'est pas l'impression qu'on ressort malgré tout, je trouve, au sortir de ce match contre Houston. Lucas? Moi, je pense que tu parlais du moteur du côté de la course, c'est le moteur sportif. Je pense que Baker Mayfield, en tout cas, je trouve que c'est un beau leader. C'est pas le quarterback qui va être exceptionnel ou il va avoir des flashs de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas parmi les jeunes quarterbacks, c'est pas un des premiers qu'on sort. Mais je trouve que c'est un bon leader. Il n'y a pas Odell Beckham, Jarvis Landry il sort et il fait un bon match. Alors il se blesse, il revient. Il a cette étiquette de joueur qui se blesse jamais, en tout cas qui loupe jamais un snap ou un match. Et je trouve que quand les joueurs de son équipe parlent de lui, ça me paraît sincère. Alors après, forcément, tout le monde est dans chaque équipe, tous les quarterbacks sont magnifiques et incroyables, mais je trouve que ça me paraît sincère et je trouve qu'avec un quarterback comme ça, cette attaque peut faire de belles choses. Après, oui, il y a beaucoup de choses à améliorer, Greg l'a dit, mais voilà, je pense que Baker Mayfield est un leader et ça peut justement faire du bien à Cleveland. Ils ont plus de caractère, ce qui leur a souvent manqué, je trouve, ces dernières années. Ils ont du caractère, ça on peut pas leur retirer. Après, ouais, il faut peut-être être plus rassurant d'un bout à l'autre du match, je pense. Pour les Texans, on a dit Tyrod Taylor a laissé sa place à David Mills, mais ils sont encore très bien défendus en début de match. Est-ce qu'on les a sous-estimés ou alors David Culley arrive vraiment à tirer le meilleur de ce groupe de vétérans, même si lui n'est pas parfait, il y a eu quelques erreurs, notamment tactiques, enfin de choix au niveau des pénalités pour lui, mais on dirait qu'ils ne seront jamais ridicules. C'est déjà une bonne nouvelle. Grégory? Oui, c'est ça. Après, je pense que bon, de leur intersaison et de leur free agency assez animé, j'avais dit en effet qu'il y avait des noms assez, voilà, des titulaires en puissance malgré tout, des joueurs qui peuvent faire le boulot, mais après c'est sûr que la principale interrogation au-delà de la problématique autour de Deshaun Watson, c'était le fait qu'ils avaient pas mal de joueurs assez fragiles. Là, s'ils commencent déjà à perdre leur quarterback devenu titulaire de facto dès la 2e semaine, ça peut être un peu compliqué, surtout qu'ils ont encore tous leurs running back opérationnels alors que généralement ils sont abonnés aux blessures. Ça peut être la problématique. Forcément, c'est un peu court parce qu'en termes de talent, ça n'arrive pas à suivre. Alors, c'est facile de le dire après, mais j'aurais pas été jusqu'à les mettre 32e du Power Ranking à titre personnel. Mais ouais, après, c'est pas non plus une équipe qui était dans le top 10. Et forcément, oui, contre une équipe aussi complète que Cleveland, oui, ça a fini par être rédhibitoire, encore plus avec des joueurs en moins.
On termine avec les Jaguars et les Broncos, 13 pour les Jaguars, 23 pour les Broncos, parce que Lucas rêvait de parler des Jaguars pour terminer. Urban Meyer va-t-il tenir toute la saison? En tout cas, défaite logique, surtout une équipe des Broncos à 2-0 sans faire de bruit, mais efficace. Je voulais dire un mot sur les Broncos, parce qu'on va commencer par les Broncos. C'est quand même une équipe qui joue des mauvais, mais qui fait gagner. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous laissent à penser qu'ils pourraient tenir contre des équipes plus fortes? Parce que Teddy Bridgewater est solide, il a plein de cibles. Von Miller et Bradley Chubb ont été contenus sur ce match-là, mais ils sont là. Est-ce qu'il y a des éléments qui font penser que ça va loin? Ou alors ça s'écrase sur les plus gros? Vous pouvez me dire ça aussi? Moi, je pense que la défense fait partie de ce genre d'escouade qui peut faire tenir contre les plus gros. Après, tout dépend ce qu'on appelle les plus gros. C'est sûr que on les voit pas au Super Bowl, mais les Broncos, je pense qu'ils ont une défense solide. On a vu avec des defensive backs qui sont capables de faire de faire des actions, de faire des interceptions. On a vu le rookie cornerback qui fait une superbe interception, Karim Jackson qui va la chercher aussi. Alors certes, c'est que contre les Jaguars. Certes, la semaine dernière, c'était aussi une équipe en difficulté, mais ils sont là, ils gagnent. Et puis, je trouve que le score à chaque fois ne reflète pas vraiment la domination de Denver sur ses adversaires. Donc, je pense que ça peut tenir parce que Bridgewater aussi commence à être un quarterback d'expérience qui peut limiter les erreurs et avoir autour de lui des joueurs très bons comme Sutton. Donc, je pense que ça peut tenir pour ma part, ouais. Greg, il joue les Jets la semaine prochaine, et puis ensuite, ce sera Ravens, Steelers, Raiders, Browns. Oui, bah, c'est un peu ce que j'allais te dire, hein. Pour le coup, je pense que le révélateur, ça va forcément être dans cette AFC West où, de ce qu'on dit depuis le début de l'émission, il y a quand même suffisamment de quoi les solliciter, ne serait-ce que niveau défensif, hein. Quand tu vas jouer Mahomes, Herbert et le Derek Carr qu'on voit depuis 2 matchs, il y a quand même de quoi se dire que ça peut nous donner une vision assez intéressante de ce que peuvent donner les Broncos cette année. En effet, je suis quand même assez bluffé par les prestations de Teddy Bridgewater statistiquement, surtout que ce week-end, il n'avait pas Jerry Jeudy. Donc, c'est assez notable également en soi. Mais voilà, l'important en NFL, c'est de réussir à gagner même des matchs, en effet, face à des équipes qui paraissent moins fortes sur le papier, de ne pas réussir à se faire piéger, notamment à l'extérieur. Et ça, Denver le fait très bien. Et en effet, j'ai toujours cette petite inquiétude autour de Vic Fangio de péter les plombs sur certaines phases de jeu. Là, en l'occurrence, il n'y a pas le risque que ce soit le cas. Il n'y a pas eu le risque que ce soit le cas sur les 2 premières semaines. On verra ce que ça donnera. Et je pense que la FC West va nous permettre d'en savoir plus là-dessus. Alors, Lucas, les Jaguars, Trevor Lawrence a bien commencé, très beau premier drive, plus grand-chose derrière. C'est le coaching ou c'est ce qu'il y a autour de Lawrence? C'est presque les deux, j'ai envie de dire. Je parlais du power ranking, j'ai regardé le match des Patriots et des Jets, je me suis dit, il y a aucune chance pour qu'il y ait une équipe en dessous des Jets. Et puis hier, j'ai vu le match des Jaguars, j'ai vu le premier drive. Et je me dis, c'est donc ça, Trevor Lawrence, c'est donc ça le joueur dont on nous parle. C'est ce joueur-là, je crois qu'il fait 82 yards, enfin le drive fait 82 yards. Et je me suis dit, d'accord, ok, bon, bah, ils seront, et puis plus rien. Et puis j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. Je ne suis pas convaincu par le coaching, en effet. Il y a un kicker qui manque 2 field goals. Il y a des blessés. L'attaque n'avance pas ou très peu. La défense, c'est très compliqué. Donc, je suis toujours en réflexion, je pense que ça s'entend, mais pour rester sur les Jaguars, ça fait 2 semaines qu'ils vivent presque un calvaire. Ouais. C'est aussi terrible que ça, Greg? Je ne veux pas en dire trop parce que je pense que je vais en parler dans les tops et les flops, mais écoute, c'est un peu compliqué. La transition est toute trouvée, alors les tops et les flops. Le top de la semaine, Grégory. Ça me paraissait important de le mettre en avant. Je l'ai dit, Arizona, ça va être spectaculaire tout au long de la saison. Ça va vivre et mourir par son attaque. Des fois, c'est un peu couperet, mais qu'est-ce que c'est excitant de voir jouer Kyler Murray quand même. Je trouve, si je me lance dans une comparaison un peu hasardeuse, je trouve qu'il est mature à la passe plus rapidement que Russell Wilson. Il lui manque peut-être encore cette, j'allais dire squeeze football, c'est ce que je résume un peu comme ça, mais ouais, cette manie à essayer d'éviter au maximum les erreurs que pouvait avoir Wilson pendant très longtemps dans sa carrière. Mais voilà, après, c'est vraiment hyper fun d'avoir joué cette attaque d'Arizona. Et voilà, ça me paraît extrêmement mérité de voir les Cards à 2-0 dans son sillage dans ce début de saison. Lucas. Moi, je vais parler des matchs qui étaient pour nous à 22h. J'ai trouvé que c'était une très belle session de match, surtout après ceux de 19h qui étaient bien plus compliqués. On a eu les Cowboys face aux Chargers avec une belle fin de match. Je crois que Minnesota et les Cardinals étaient aussi à 22h. Même le Buccaneers Falcons était sympa à suivre. Donc, ouais,
c'est souvent des matchs en plus compliqués à suivre parce qu'ils commencent à se faire tard le dimanche, mais j'ai pas mal apprécié. Eh bien, écoute, moi, dans les tops, je vais mettre David Cullet qui partait quand même avec peut-être une des pires situations de l'histoire. Alors, je dis pas pire effectif de l'histoire, mais pire situation avec tout ce qui se passait en coulisses de Sean Watson, etc., etc. Et qui, je trouve, s'en sort quand même très honorablement sur ces 2 premières saisons, ces 2 premiers matchs, pardon, comparé à des coachs qui partaient dans des situations dites plus avantageuses ou plus glamour. Et je pense que Grégory va y venir avec son flop. Je te laisse enchaîner avec ton flop. Oui, on va rester dans la FC Sud, hein, comme vous l'aurez compris, mais ouais, cette situation autour des Jaguars, bon alors, je vais pas répéter ce qu'a dit Lucas, les problèmes sont assez vastes, voilà, une quasi non-utilisation, je trouve, de James Robinson, par exemple, qui était quand même assez solide l'an dernier, hein, en l'occurrence. Je veux bien qu'on veuille absolument donner les clés du camion à Trevor Lawrence, mais voilà, ça me paraît pas forcément judicieux, et donc plus globalement, c'est le coaching staff et l'organisation globale des Jaguars qui m'inquiètent. Pour rappel, il y a eu un tweet en début de semaine qui a été relayé sur le site d'ailleurs d'Urban Meyer qui disait tenez bon, on va y arriver. Déjà en termes de communication, après 2 matchs, je trouve ça un peu moyen, un peu alarmiste malgré tout, même malgré le contenu. Mais ce que j'ai trouvé encore plus fort, en effet, c'est que les Falcons ont à peu près envoyé le même message aux supporters 24 heures ou 48 heures plus tard en disant on va relever la tête, etc. Et les Jaguars se sont quand même fendus d'un tweet disant non, c'est nous qui avons revendiqué la pitié en premier. Ça fait quand même un peu peur. Là, tu te dis, au-delà de ce qu'on voit sur le terrain, en termes d'état d'esprit et de ce qui est véhiculé par les Jaguars en ce début de saison, c'est un peu flippant, je trouve. C'est vrai que c'était assez étrange cette déclaration d'Urban Meyer. Tenez bon, on va revenir, dormez en sachant que personne ne travaillera plus dur que nous. Moi, c'était surtout le passage dormez en sachant que personne. Ouais, enfin, ils vont dormir quand même, hein, t'inquiète pas pour eux non plus quand même. Lucas, ton flop. On en a déjà pas mal parlé, mais c'est Zach Wilson. Je vais faire court, mais c'est vrai que pour moi, il est vraiment pas aidé, ni par le coaching, ni par les joueurs qu'il y a autour de lui, mais je le trouve vraiment pas prêt. Alors oui, il a affronté Bill Belichick, mais j'ai même pas l'impression que ça soit la défense qui ait fait en sorte de lui rendre le match très compliqué. J'ai l'impression qu'il se l'est rendu lui-même. On compare beaucoup à Sam Darnold et ce fameux match où on parlait des fantômes, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est Wilson qui a été en galère, si on peut dire. Moi, je vais terminer mon flop avec le déménagement des Chargers à Los Angeles, que je trouve être chaque jour un plus beau désastre. Parce que jusqu'à là, il y avait l'excuse, oui, mais ils jouaient dans un petit stade. Et puis, c'était un stade provisoire. Quand ils auront le grand stade, vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis finalement, bah ouais, ça fait surtout plus de place pour les supporters adverses. Donc voilà, c'est une bonne opération financière, hein, j'en doute pas. Je suppose que tout le monde s'y retrouve en termes de pognon. C'est juste dommage qu'ils aient lâché un stade qui les soutenait à San Diego pour vraiment jouer dans un superbe stade très moderne, mais qui n'est pas du tout rempli de leurs supporters. Alors, je suppose que comme c'était Dallas, il y a un effet magnifiant parce que les Cowboys ont plein de supporters. Ce sera sûrement pareil quand ils joueront les Steelers, s'ils doivent jouer les Steelers à domicile, ce genre de truc-là. Mais voilà, enfin, après, la ville de Los Angeles, c'est pas non plus la ville qui a les plus grosse base de supporters fanatiques du monde, hein, donc voilà, il fallait s'y attendre. Mais je trouve les images assez à la fois hallucinantes et drôles de voir tous les maillots. Je vous invite à aller voir sur le site. Les maillots dans les travées du stade des Chargers sont tous des maillots des Cowboys, quoi. C'est 8 contre 2, quasiment le. C'est surtout que c'est pas forcément aussi notable, j'ai la sensation, avec le match des Rams, quoi. Non. On pourrait se dire c'est régional, mais ouais, non, ça a l'air d'être plus prononcé sur les matchs des Chargers depuis l'arrivée à Los Angeles. Ouais. Je pense que c'est parce que les Rams vont au Super Bowl. C'est-à-dire qu'à Los Angeles, tu es supporté si tu gagnes. Aussi, ouais. Il y a eu des supporters des Clippers pendant 2-3 ans à une époque, dans le basket. Mais ils sont repartis après. Sauf Billy Crystal, qui est toujours là. On le salue évidemment, comme on sait qu'il nous écoute. Et là, tous les jeunes auditeurs n'ont pas du tout la référence. On les salue également. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de l'épisode numéro 431 du podcast Jeune Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On remercie Chogo, Guillaume, Stéphane Leroy, Destec, Étienne, Julien, Louis, Victor Denis et Lionel cette semaine. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @JeunActu en entier, les comptes personnels @Yellow Radiosa pour Greg, ça faisait longtemps, il fallait que je me rappelle, @Elvola pour Lucas. Magnifique. J'ai toujours un stress. Ça fait moins longtemps en même temps.
Ouais, mais il y a toujours cette histoire de est-ce que c'est Lucas ou en entier ou pas. Donc, elle voilà pour Lucas Aterna-Mattei. Pour moi-même, toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous remercie encore de nous avoir écoutés. Merci encore, messieurs. Et puis, nous, on se retrouve dès jeudi, évidemment, pour la preview de la 3e semaine de la saison NFL. À jeudi. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.